Qui va s'intéresser à la question participation, engagement et représentativité, visibilité et invisibilité des minorités. Ce panel va vous permettre d'échanger, de discuter. Donc, on va avoir quelques courtes présentations, mais ensuite, on va vraiment pouvoir entamer une discussion ensemble et entendre ce que vous avez à contribuer avec nos experts devant aussi. Une courte description juste pour mettre la table. La participation des nouveaux citoyens et nouvelles citoyennes d'expression française au milieu communautaire est de plus en plus manifeste et elle est valorisée. Puis je pense que votre présence ici en atteste. Cependant, exercer pleinement sa citoyenneté nécessite un engagement dans l'ensemble des sphères de la société, tout comme l'inclusion requiert la représentativité. Ce panel va examiner les facteurs qui influencent la participation communautaire, civique et politique des personnes issues de l'immigration. Les intervenants et intervenantes partageront leurs réflexions sur les pratiques favorisant une pleine participation des immigrants et des immigrantes d'expression française. Pour notre bon plaisir, nous aurons Elke Laure, qui est de Immigration, Diversité et Inclusion Québec. Elke a fait ses études à la Sorbonne à Paris, à l'Université libre de Berlin en Allemagne et au Québec, où elle a obtenu son doctorat en sociolinguistique à l'Université de Montréal en 2001. Chercheure à l'Office québécois de la langue française de 2001 à 2009, elle travaille depuis au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion à Montréal. On a aussi Annick Montembeault. Donc, j'y vais dans l'ordre, je vais peut-être sauter dans mes pages un petit peu. Annick Montembeault, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Annick est directrice adjointe de la politique de citoyenneté à l'immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, et elle est responsable de diriger l'élaboration des politiques stratégiques au sein du programme Citoyenneté. Elle détient sa maîtrise en politique publique de l'Université Carleton. On a aussi Evelyne Kemajou, qui est du Portail de l'immigrant en Alberta. Originaire du Cameroun, Evelyne Kemajou est titulaire d'une licence en sciences économiques et d'un certificat en études financières et bancaires. Elle a œuvré dans des institutions camerounaises internationales avant de s'installer au Canada en 2008. C'est à Calgary qu'elle fonde le Portail de l'immigrant en Alberta, le PIA, organisme à but non lucratif qui offre une gamme de services et programmes qui répondent aux besoins de la communauté francophone dans toute sa diversité. Nous avons également, Rim Benbera, qui est une militante issue de l'immigration. Rim Benbera est une jeune femme immigrante franco-ontarienne, aussi passionnée qu'engagée, diplômée du Collège La Cité en relations publiques. Elle est actuellement étudiante en communication sociale et en études de conflits à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Et finalement, nous avons Kassim Doumbia, qui est conseiller municipal à la ville de Shippagan. Kassim est surveillant des services et programmes de logement pour le ministère du Développement social au service du ministre. Il supervise une équipe de 12 personnes qui voit à améliorer les conditions de vie des familles et des personnes à faible et moyen revenus en offrant des logements abordables. Donc, on va commencer ce panel avec une présentation de la part de Elke Laure et par la suite, je vais laisser les 4 autres participants nous parler pendant 2 minutes de leur champ d'expertise, leurs intérêts et leur angle d'approche à notre question du panel qui porte sur la participation, l'engagement et la représentativité. Et par la suite, ça va être à vous de sauter dans la conversation. Je vais vous animer avec ça, mais j'espère qu'on va avoir une discussion et pas juste une série de questions-réponses. Alors, Elke, c'est à vous. J'avais un PowerPoint. Ouais, c'est peut-être mieux. Sinon, je vais me confondre dans les CV des gens. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. On m'a demandé de mettre un peu la table pour ce qui concerne la participation.
Donc, comment est-ce qu'on appréhende la participation des minorités ethnoculturelles à la société? Je vais vous présenter en fait une stratégie qu'on a développée au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec pendant 4 ans. On avait de 2012 à 2016 une mesure de la participation à développer avec différentes étapes et cette stratégie-là, donc tout ce que je vais vous présenter, est publié sur le site du ministère. Donc, si ça vous intéresse, vous avez accès sur le site. Parce que je ne vais pas pouvoir aller dans tous les détails. Ça, c'est la publication. Et en fait, là-dedans, il y a une conceptualisation de la participation. C'était important pour nous. On a défini aussi des dimensions participatives, une mesure, comment mesurer la participation des minorités, et on a également publié un premier rapport, donc une première mise en œuvre en 2016, qui est également sur le site. Donc je vous invite, malheureusement je ne peux pas présenter les résultats, il y en a beaucoup. Si vous le consultez, vous allez le voir. Alors, sans plus tarder, pour la conceptualisation, pour nous, ce qui était important, c'est d'amener un partage, un engagement mutuel qui est à l'intérieur de la participation. On a donc créé un espace participatif qui compose une matrice où vous voyez dans le vertical un engagement plus individuel qui serait donc de la personne de la minorité ou la personne immigrante qui va d'un engagement faible à fort, mais il y a aussi sur l'horizontale la disposition sociétale qui va elle aussi de faible à forte. Ça donne un tissu de mutualité où on peut, dans l'espace A, où les deux engagements et dispositions sont fortes, parler d'une participation réussie. En général, j'évite de parler de pleine participation parce que ça relève plus d'un idéal que de quelque chose qu'on mesure finalement. Alors que dans l'espace B, C et D, il y a des lacunes, soit du côté de l'engagement individuel, soit du côté de la disposition sociétale. C'est là qu'on va parler peut-être d'enclave ethnique, qu'on va parler de discrimination, de ségrégation active et passive, les deux existent. Donc on l'a vraiment campé dans cet espace-là, ce qui était vraiment important que on ne peut pas participer individuellement s'il n'y a pas un terrain fertile pour ce faire. Ça, c'était comme l'idée de base. Ensuite, on a identifié cette dimension participative. Et c'est important parce qu'on parle toujours de la participation citoyenne, alors que pour les personnes immigrantes, normalement, l'argument pourquoi est-ce qu'on est-ce qu'on a un pays se dote de programmes d'immigration, c'est parce qu'il y a un besoin, un apport démographique, économique et surtout quand on parle de francophonie ou au Québec du français, un apport linguistique également. Il y a aussi la dimension communautaire, identitaire et culturelle. Identitaire, je trouve ça très important parce que souvent, c'est la dimension identitaire qui va permettre aux gens de participer. L'identification, le sentiment d'appartenance. On a identifié, je ne vais pas aller dans le détail, le temps va manquer, sinon on a identifié des composantes, des éléments, des mesures. Dans le rapport 2016, on a vraiment épluché chaque dimension dans les bases de données qui nous étaient disponibles. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, on a simplement essayé de trouver un moyen de comparer le comportement d'un groupe minoritaire avec un comportement d'un groupe majoritaire et de le mettre en relation. Donc, d'avoir un chiffre autour de 1 qui nous dit est-ce que plus ou moins le groupe participe à égalité ou pas.
Donc, c'est le rapport dont je vous ai parlé. On a utilisé beaucoup de banques de données. Si vous voulez faire quelque chose du genre, je vous conseille vraiment de prendre l'enquête sociale générale. Il y a beaucoup de données là-dedans. C'est un microfichier. Et puis, dès qu'on croise beaucoup de variables comme la langue, la minorité visible, toutes les minorisations croisées dont on parle depuis ce matin, ça devient trop petit comme enquête. Le défi d'avoir des données pour appuyer ce qu'on vit quotidiennement et reste toute là. Et voilà, je voulais juste vous montrer un exemple de quoi ça a l'air. L'indice de parité dont je viens de parler, il y a en fait, ça donne une image autour du 1. Le bénévolat encadré que j'ai pris comme exemple, on voit ici le petit, je ne sais pas si vous voyez le petit carré, il est à 0,7 quelques comme indice. C'est le bénévolat encadré, ça voudrait dire que les personnes immigrantes comparées aux natives font beaucoup moins de bénévolat encadré, alors que le petit triangle est quasiment sur la ligne de 1. Ça, c'est le bénévolat non encadré, il en faut autant que les personnes natives, alors que quand on considère la moyenne d'heures qui est investie par les personnes immigrantes, il arrive à 1,3. Donc, ça nous permet de voir un peu la participation sous un autre angle comparatif et dans plusieurs dimensions. Et ça, c'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup d'autres variables, évidemment, là, avec le recensement qui nous donne nouvellement les catégories d'immigration, etc. On peut aller plus loin. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu aborder dans la stratégie. Donc, on l'a donné, on a commencé avec le Fonds québécois de recherche à lancer des projets, des actions concertées. Il y en a 3 qui vont avoir des résultats en 2019. Toute la question, est-ce que la participation, est-ce que les dimensions, comment est-ce que les dimensions s'enchaînent quand un immigrant arrive? Est-ce que c'est vraiment l'emploi qui donne la première participation ou est-ce que ça serait un partage communautaire comme on a vu ce matin ou est-ce que l'appartenance, l'identification vient en premier? Le deuxième, c'est la mesure vraiment de voir comment est-ce qu'on mesure la part de l'engagement individuel et celle de la disposition sociétale. C'est très difficile de faire la part des choses quand on regarde un taux d'emploi, par exemple. Est-ce que ça relève plus de l'engagement personnel ou de la disposition sociétale, comme on a vu dans la matrice, il y a les espaces B, C et D. Et le troisième projet, c'est sur la perception. Comment est-ce qu'on perçoit la participation? Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui font partie des minorités, mais aussi pour les personnes de la majorité. Et voilà, c'est comme ça que je voulais mettre la table. J'espère que ça a inspiré et puis qu'on va pouvoir continuer. Merci beaucoup. Je pense que quand on s'intéresse aux questions d'immigration, un des nerfs de la guerre, c'est les données, c'est l'information. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui vont modéliser cette information-là pour nous, la rendre comestible, intelligible. Maintenant, j'aimerais donner la parole à nos 4 autres intervenants. Parlez-nous un petit peu de vos sphères d'intérêt, de votre axe d'intervention et des sujets que vous voudriez qu'on aborde. Donc, c'est ça. Pour moi, mon groupe, on travaille sur la rédaction du guide de la citoyenneté. C'est un document maintenant qui date de 2012. C'est le document le plus utilisé au Canada du gouvernement fédéral. Et c'est justement le guide d'études pour les nouveaux arrivants qui aimeraient devenir citoyens.
Donc, pour ceux qui s'intéressent, on a à peu près à peu près 250 000 demandes par année pour la citoyenneté. Donc, c'est quand même, c'est des nombres importants. Et pour tous ces gens-là, ils doivent passer le test de la citoyenneté. Donc, c'est le guide qui les aide à étudier et qui parle de l'histoire du Canada. Donc, les objectifs pour nous, pour notre groupe, qu'on voulait amener à cette nouvelle version du guide qui devrait paraître cette année, il y avait 3 principaux objectifs. C'était de mieux refléter la diversité au Canada, telles les communautés francophones et communautés francophones minoritaires, adresser les appels à l'action de la Commission de la vérité et de la réconciliation et finalement accroître l'accessibilité aux clients puisque ça fait maintes années qu'en travaillant avec des fournisseurs de services, on entend que les nouveaux arrivants s'acharnent pendant même des semaines, voire un mois, simplement sur un paragraphe. Donc, on essayait de remettre ça dans un contexte un peu plus accessible, une langue qui conviendrait mieux à la grande diversité de réfugiés et immigrants économiques qui puissent arriver au Canada. Merci beaucoup. Merci de me passer la parole. Je pense que là, maintenant, nous allons essayer de discuter sur quels sont les facteurs qui favorisent effectivement l'engagement communautaire des nouveaux citoyens ou nouveaux arrivants. Qu'est-ce qui peut favoriser effectivement leur apport dans la communauté? Donc, moi, lorsque je regarde avec mon expérience dans ma province, je dirais simplement, il faudrait d'abord que nous ayons un espace, qu'on crée un environnement où il y a des interactions positives qui pourraient effectivement amener les gens à intervenir, à s'établir à long terme. Donc, moi, c'est comprendre comment est-ce que nous pourrons le faire. OK. Merci beaucoup, Evelyne. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment heureuse d'être ici. Mon nom est Rim. Et puis, je vais juste me présenter à vous un peu. Moi, je suis experte en rien. Tout à l'heure, je parlais avec Kassim. Moi, je suis juste experte à manger le couscous de ma mère. Franchement. Mais sinon, je suis une fière franco-ontarienne. Ça fait une douzaine d'années que je vis au Canada. J'ai immigré 3 fois dans ma vie. Je suis née en Algérie durant la période noire et du coup, quelques mois plus tard, mes parents ont immigré en Tunisie où j'ai grandi pendant 15 ans et ensuite on a immigré à Montréal parce qu'on ne savait pas qu'il y avait des francophones hors Québec. Fun. Et ensuite, quand on est arrivé à Montréal et qu'on a vu qu'il y avait une vie francophone en dehors du Québec, on a migré vers Ottawa. Donc, Ottawa is home sweet home. Sinon, on pourrait me définir comme un pur produit de l'immigration francophone. Moi, je suis choyée, je sais que j'ai des privilèges par rapport à d'autres enfants d'immigrants. J'ai côtoyé des institutions qui ont su m'écouter, qui ont su m'offrir des espaces inclusifs afin de reconnaître mes droits, non seulement en tant qu'immigrante, mais aussi toutes les autres composantes qui façonnent qui je suis, parce que je sais qu'on ne parle pas souvent de ces composantes-là. Oui, on est des immigrants, mais on n'a pas tous les mêmes challenges. Moi, je suis une femme, je suis musulmane. J'ai été d'ailleurs vice-présidente de Franco-Queer. Je salue mon collègue Ronald. Il est où? Enfin bref, il dort sûrement après le lunch. Et en ce moment, je siège sur le conseil d'administration de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario et je représente l'Ontario sur le conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques et je suis dans le conseil jeunesse de la ministre Kathleen Wynne. Donc c'est cela. On se parle après. Merci beaucoup. Elle est vraiment un bel exemple d'engagement de personnes issues de l'immigration. Donc, moi, je me présente, Kassim Doumbia. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je vis au Nouveau-Brunswick maintenant, ça fait 18 ans.
Je suis, si on fait une petite rétrospective un petit peu sur mon cheminement, j'ai d'abord travaillé en développement économique pendant 4 ans avec le RED du Nouveau-Brunswick, avant de faire un saut en politique provinciale où j'ai été adjoint du député et vice-premier ministre du Nouveau-Brunswick, M. l'honorable Paul Robichaud, qui est une expérience formidable qui m'a permis d'être un privilégié et d'être au cœur, de travailler main à main avec la communauté et d'être au cœur des défis que vivent autant les nouveaux arrivants et les personnes, les Canadiens dans nos différentes communautés. Et en 2012, j'ai décidé de faire le saut dans le monde municipal et j'ai été élu pour la première fois comme conseiller municipal à la ville de Shippagan, en étant le premier néo-acadien pour utiliser un terme d'un de mes amis, Jean-Marie Nadeau, pour la ville de Shippagan. Et j'ai été élu pour un deuxième mandat en 2016 et je suis présentement maire adjoint de la municipalité. Donc, il y a plusieurs choses qui se sont passées au courant de mon cheminement qui m'a permis également autant de m'engager dans ma communauté et vraiment contribuer à vouloir développer et travailler main dans la main avec la communauté d'accueil pour justement partager les mêmes valeurs, les mêmes défis et faire avancer notre communauté. Je siège également sur différents conseil d'administration, je suis également privilégié de pouvoir le faire, que ce soit la SANB, l'Université de Moncton, les fédérations des caisses populaires qui ont changé de nom à UNI. Donc, je touche dans différentes sphères, que ce soit économique, sociale et de la communauté. Et ça permet d'avoir une représentativité, une visibilité, même si on est des communautés, on est des personnes de minorités visibles, mais je pense qu'il est important d'avoir cette visibilité de façon transversale à tous les niveaux, afin que la communauté puisse voir que on veut également participer au développement, on veut également prendre notre place et on est ici pour travailler ensemble pour le développement de notre province et notre pays. Merci beaucoup. Alors, voyez comment on a vraiment une belle représentation, c'est divers, des expériences uniques. Alors, passons aux choses où moi je peux travailler aussi. Question 1, pour vous et pour vous. Selon vous, quelles sont les pratiques qui favorisent l'engagement communautaire des nouveaux citoyens d'expression française? Alors, c'est une question ouverte. À partir de celle-là, j'en ai 2 autres de préparer. Après ça, on se lance dans le grand vide ensemble, mais j'ai comme l'impression qu'on n'aura pas de difficulté à trouver des sujets. Alors, qu'est-ce qui favorise donc l'engagement communautaire des nouveaux citoyens d'expression française? À qui veut bien y aller? Tu as parlé d'espace, Evelyne. Oui, c'est pour ça que je veux reprendre la parole pour continuer. Je dirais, lorsque l'espace s'y prête, lorsque les gens sont ouverts, lorsqu'on va aussi chercher ceux qui arrivent, c'est-à-dire les nouveaux citoyens, parce que lorsqu'on arrive, on n'a pas de réseau social, on n'a rien, on se cherche. Même quand on a fait 5 ou 6 ans, ça dépend de qu'est-ce qu'on a fait pendant les 5 ou les 6 années. Alors, nous avons besoin de cet espace-là où, effectivement, les gens sont francs et, comme je le disais, les interactions sont assez positives pour pouvoir s'engager dans la communauté. Ça, c'est la première des choses. On voudrait aussi voir que ceux qui sont passés avant nous, qu'on soit capable de valoriser ce qu'ils ont fait. Parce qu'à un moment, c'est toujours comme si les immigrants n'avaient rien fait et ainsi de suite. Il est temps aussi qu'on reconnaisse ce qu'ils sont en train de faire. Ça va motiver et les pousser ou pousser les nouvelles personnes à s'impliquer dans les communautés. Je prendrai aussi le respect de la diversité. Parce que tant qu'on ne respecte pas cette diversité, lorsqu'on regarde souvent au niveau des conseils d'administration de beaucoup d'organismes, on se rend compte que ça ne représente pas la diversité de cette communauté. Qu'est-ce que nous devons faire pour que ça puisse représenter cela? Je pense aussi qu'il faudrait qu'on crée des relations gagnant-gagnant. Je suis immigrante, il y a la communauté d'accueil. Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce qu'il me donne aussi? Donc, je pense qu'avec tout ça, ça favorise. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres panélistes qui aimeraient ça se mouiller sur cette question? Oui, vas-y. Bon, je n'ai pas me mouiller, là, mais...
T'as de l'eau. En parlant d'espace, j'ai envie de faire un retour sur... Il y a quelque chose qui est revenu souvent aujourd'hui. Bon, c'est une journée de réflexion, puis j'ai l'impression qu'on oublie un peu. On n'a pas de réponse à tout. Hein. On peut réfléchir. Dans le sens que tout à l'heure, quand on parlait du fait que les gens qui arrivaient avaient tendance ou avaient un désir de se mettre souvent ensemble, on a même utilisé le mot un peu péjoratif de ghetto. Mais moi, je pense que les gens font comme ça, les nouveaux arrivants, ou comment vous les appelez, comme vous voulez. C'est parce que il y en a qui sont là depuis plus longtemps, comme vient de dire ma collègue, et qui ont appris toutes les informations qui étaient déjà présentes et qui l'ont, on dirait, pré-mâché aux personnes qui sont ici. Donc oui, il y a plusieurs initiatives qui sont données et qui sont présentes et sur lesquelles vous travaillez tous les jours, mais il y a aussi un gap entre comment donner ces informations-là aux bonnes personnes. Et je trouve que souvent les gens, on se rallie à être ensemble parce qu'on a besoin de ce sentiment d'appartenance pour devenir un citoyen d'action, mais on a besoin de vulgariser ce genre d'informations-là. Puis je pense que cette nuance-là, elle manque un peu dans le cheminement entre ce qui se fait et comment on fait pour arriver à ses fins. Enfin, bref, c'est cela. C'est bien, merci. Je pense que tu touches sur un point important. Hein? On parle de leadership quelque part, de leadership communautaire. On compte toujours sur des gens qui ont peut-être une expérience ou qui ont vécu quelque chose. Ça nous amène à faire confiance. Puis ça bâtit les relations interpersonnelles dont parlait aussi Evelyne. Dans l'importance d'un espace commun, c'est aussi les relations. Il y a l'aspect humain qui compte là-dedans aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voulaient participer à ça? Oui? Il est certain que quand on parle d'engagement, il faut avant tout que plusieurs conditions soient réunies avant que le nouveau immigrant ou d'expression française puisse vouloir s'impliquer ou participer dans sa communauté. On a parlé dans différentes présentations, on a parlé de logement, employabilité et tout. Disons qu'une fois que ces conditions sont remplies, c'est certain que pour justement vouloir s'impliquer dans la communauté, il faut que la raison d'être du projet dans lequel la personne veut s'impliquer lui colle à la peau. C'est certain que avant, les gens s'impliquaient dans différentes choses, mais de plus en plus, c'est beaucoup plus ciblé parce que faute de temps, faute de réseau familial pour justement soutenir la personne. Donc, il faut que les conditions soient mises, comme Evelyne l'a mentionné, d'un espace pour justement favoriser cette implication du nouvel arrivant dans sa communauté. Moi, je regarderais développer le sentiment d'appartenance envers sa communauté. 2, si les initiatives dans lesquelles on veut s'impliquer rejoignent un petit peu nos valeurs et nous incitent à justement nous surpasser et vouloir s'impliquer dans le développement de notre communauté. Et 3, avoir un réseau de soutien pour justement s'il y a, parce que je veux dire, s'il n'y a pas de cadre familial, si la personne est dans un cadre familial puis a besoin de s'impliquer, ben ça nécessite justement des personnes pour s'occuper des enfants, s'occuper d'autres choses que lorsqu'il n'est pas là, qui doit continuer. Donc, je pense que c'est un ensemble de tout qui permet justement cette implication du nouvel arrivant dans sa communauté. Merci beaucoup. Est-ce que vous... Oui, absolument. Donc, en termes de pratique, pour favoriser l'engagement, c'est surtout ce qu'on espère atteindre avec ce nouveau guide, parce que on est en mode d'écoute depuis presque un an. Pour mieux connaître ce que valorisent justement les communautés. Donc, plutôt que d'essayer d'expliquer en une 50aine de pages l'histoire du Canada, nos valeurs, notre société, on essaie de rassembler toutes les voix. Et donc, ce qu'on a fait comme pratique pour être en mode d'écoute, on a travaillé étroitement avec plus de 100 organismes, dont la FCFA, la Société nationale de l'Acadie, à travers Google Docs, pour justement créer le contenu de ce guide. Donc, c'est l'approche qu'on a prise pour espérer vraiment tisser tous ces liens. Et aussi, ce qu'on a beaucoup entendu, c'est le désir d'inspirer
les nouveaux arrivants, de leur donner des histoires personnelles de tous ceux qui sont arrivés, qui ont contribué au Canada, justement pour qu'ils puissent eux-mêmes contribuer, qu'ils se voient à travers ce guide-là et qu'ils se disent « oui, c'est là où je veux être, c'est ici le Canada que je vais vraiment me sentir chez moi. » Super. Moi, j'aime beaucoup ce sentiment du moi aussi quand on voit des modèles de réussite. Ouais, non, mais j'enchaînerai là-dessus parce que c'est vrai que dans un guide comme ça, on l'apprend par cœur. Moi aussi, j'ai fait le test de citoyenneté. On l'apprend par cœur, on veut bien réussir. Mais si un guide comme celui-là dit comment on peut s'engager à notre tour, parce que c'est valorisant, hein, s'engager. Si j'ai pris comme exemple le bénévolat dans mon PowerPoint, c'est pas pour rien. Il y a, vous vous rendez compte, c'est du bénévolat non encadré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens passent beaucoup d'heures dans leur communauté à accueillir d'autres gens et à donner des coups de main pour constituer leur réseau. Ils veulent s'engager. Ils s'engagent beaucoup. Et cette moyenne d'heures vient en concurrence avec une autre donnée qui est aussi dans le rapport. Ils travaillent beaucoup plus d'heures en moyenne, les personnes de minorités ethnoculturelles. Donc c'est pas parce qu'il y a rien d'autre à faire, c'est parce que vraiment il y a un désir de s'intégrer, un désir de s'engager. Et puis s'il y a un espace pour ça, je pense que ça amène quelque chose. J'ai dit tout à l'heure, je trouve la dimension identitaire vraiment importante. Ça amène un sentiment d'appartenance. Une autre donnée aussi dit que les personnes de minorités ethnoculturelles, les personnes immigrantes notamment, se sentent beaucoup appartenir à une petite échelle, à leur communauté, à leur village, à leur ville, beaucoup moins à des grands espaces. Je pense que c'est simplement un désir aussi de faire une bouchée à la fois. On arrive dans un nouveau pays, puis il faut prendre ça à une échelle malléable. Et je trouvais l'idée de l'espace. L'espace est dans un guide donc du côté fédéral, et l'espace aussi pour rencontrer d'autres gens, se faire le réseau, s'identifier. Je pense que c'est quelque chose de gagnant, une clé. Je voudrais revenir un peu sur ce qu'elle a dit tantôt, des communautés ethnoculturelles qui préfèrent rester entre eux et tout. D'accord. Mais il faudrait qu'on comprenne quelque chose dans notre communauté francophone, parce que les anglophones, comment est-ce qu'ils nous appellent? Ils nous appellent les francophones, nous les communautés ethnoculturelles. Or, dans ma propre communauté francophone, on m'appelle ethnoculturelle. Ça fait de l'exclusion déjà. Donc, je pense qu'on devait tenir compte de ça. Il y a des termes qu'aujourd'hui, on ne devrait plus utiliser pour que les gens se sentent vraiment à part entière de cette communauté-là. Très bien. Bonne observation. Oui, j'ajouterais, après les propos qui ont été mentionnés, on parle d'un guide pour la citoyenneté pour justement inspirer. Evelyne a mentionné qu'il n'y a pas de... On ne tient pas trace de ceux qui sont passés par avant, mais je pense que c'est ensemble, avec la mémoire collective, qu'on va arriver à créer une communauté beaucoup plus inclusive. Oui, le guide est un outil qui s'adresse aux nouveaux arrivants, mais qu'en est-il des citoyens qui sont déjà ici dans nos classes? Quelle histoire on leur raconte? Est-ce qu'on fait mention de qu'est-ce que ces nouveaux arrivants d'expression française ont apporté à la communauté? Donc, je pense que c'est en communiquant avec autant les gens d'ici que d'ailleurs que, oui, l'histoire ou l'implication des gens qui sont passés avant va perdurer dans le temps et va constituer également un moyen pour les autres générations à venir pour justement dire, regarde, on va prendre le flambeau, puis on va aller également nous aussi faire une différence auprès de notre communauté. Excellent. Merci beaucoup pour vos commentaires. C'est intéressant parce que là, on a commencé sur l'engagement communautaire. Mais là, j'aimerais ça étendre la discussion à l'engagement politique et civique. Parce que on sait bien, c'est bien beau de se concentrer sur les besoins de nos voisins puis des gens qui sont près de nous.
Mais pour avoir un impact durable, il faut aussi être capable de prendre une parole en public et puis d'entamer une discussion pour que les enjeux qui nous sont chers soient représentés et soient dans un débat public. Autrement, on reste dans notre petit îlot, dans la salle du Westin le 21 mars, en se disant « Oui, nous sommes tous pour une augmentation de l'immigration francophone au Canada. C'est nécessaire. Et il n'y a personne pour nous tenir tête et dire pourquoi, à quoi ça sert. Non, ce n'est pas une priorité, ça coûte de l'argent. Donc, comment on fait pour amener maintenant cet engagement au niveau civique et au niveau politique? Ah, j'ai quelqu'un qui est au micro. Oui, super. Je ne suis pas sûr que je vais répondre directement à votre question, mais je voudrais revenir sur un aspect que Evelyne a développé tout à l'heure. C'est très bien. J'aimerais juste vous demander de vous présenter. Oui, justement. Mon nom, c'est Alphonse Ndemarola. Je suis le président de la francophonie albertaine plurielle. Nous sommes basés à Edmonton. Et je voudrais juste revenir à cet aspect-là pour dire que il y a un aspect important dans l'intégration dont nous devons tenir compte, c'est celui des mots que nous utilisons. Je suis heureux que Evelyne ait un peu touché à ça, notamment les mots comme par exemple le mot « immigrant ». C'est un mot intéressant et c'est un mot utile parce qu'il sert à catégoriser un certain nombre de choses et c'est un instrument de travail important. Mais à une certaine étape, ce mot devient un obstacle pour l'intégration. La question, par exemple, c'est à quel moment cesse-t-on d'être immigrant? Apparemment, il y en a qui seront immigrants même dans 50 ans. Apparemment, il y en a qui ne sortiront jamais de cette catégorie. Ça, je pense, c'est un problème sérieux. Pourquoi? Nous parlons des communautés qui s'enferment. Les communautés ont un message qu'ils ont des limites dont ils ne doivent pas dépasser. Personne, évidemment, ne parle de limites. Mais il y a des gens qui sont conscients qu'eux, ils sont immigrants, les autres ne le sont pas. Et ils ne savent pas le jour où ils sortiront de ce statut d'immigrant. Et donc, puisque nous parlons d'intégration, je pense qu'il faut revenir à un problème anthropologique qui est celui de l'intégration par les rites. Dans des sociétés traditionnelles, les gens étaient intégrés par les rites parce qu'il fallait à chaque étape démontrer à celui qui appartient à la société qu'il est parti d'une étape à une autre. Mais dans notre contexte, nous parlons d'intégration, mais c'est dans un vacuum. À quel moment intègre-t-on? Quelles sont les étapes de cette intégration? Et qu'est-ce qui se passe à chaque étape? C'est central pour que nous puissions amener les gens à comprendre à un certain moment de leur parcours que ici, j'ai changé. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Et maintenant, je peux me mettre en position de celui qui accueille et qui donne. Donc, j'ai fini avec les demandes. Maintenant, je ne vais plus à Foodbank, je ne vais plus à tel endroit, je vais faire plus ceci. Maintenant, c'est à moi de jouer un rôle de pouvoir intégrer les autres. Mais ça arrive quand? Il faut bien qu'on le dise à quelqu'un. Il ne faut pas qu'on laisse ça à la responsabilité de chacun d'estimer un matin que maintenant j'y suis arrivé. Il faut qu'on crée des passerelles ou bien, si vous voulez, des repères dans la société qui vont aider les gens à arriver à cette étape-là. Merci. Merci. Belle observation. Est-ce qu'il... Oui, je vois qu'il y en a qui ont le goût d'applaudir. Hein? On peut. Monsieur? Bonjour, mon nom est Martin Théberge, je suis le président de la Fédération culturelle canadienne-française, donc tout ce qui est art, culture, industrie culturelle au Canada français. Je vais essayer de susciter une réaction de vous, chers collègues, à la table en avant, avec quelque chose qui est un peu flou dans ma tête, donc si c'est décousu, je m'en excuse à l'avance. Simon Brault, le président et directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada, a écrit un livre il y a quand même quelques années qui dit, une des citations que je retiens beaucoup, c'est que la culture, c'est la définition du nous collectif. Et donc, si la culture est la définition de qui on est comme groupe, automatiquement, si on part de cette prémisse-là, dès qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans ce « nous » collectif,
la définition peut être appelée à changer. Si on part aussi de cette prémisse-là, que la culture, c'est la définition du nous, automatiquement, il faut accepter que les arts, c'est l'expression de cette culture-là. Puis j'inclus ici la langue avec les arts langagiers, entre autres, mais j'inclus autant la danse, les arts visuels, la musique, Alouette. Une des choses que je remarque à la FCCF, puis je le dis, j'essaie de le dire à la légère, c'est qu'on est très blanc et catholique. Et beaucoup masculin, c'est vrai, tout à fait. J'en suis la preuve. Le seul air de mystère que je garde, c'est la coupe de cheveux. Vous ne savez pas quelle est la couleur. Et donc, puisqu'on est si masculin, blanc et catholique, de toute évidence, on a mal réussi l'intégration et l'engagement de ces gens-là qui s'ajoutent à notre nous collectif. Et donc, ma question, et ce sur quoi je vous interpelle, c'est comment est-ce qu'on peut essayer, comment est-ce qu'on peut arriver plutôt à faire de la place à ces gens-là qui nous arrivent avec des nouvelles influences qui pourraient modifier notre culture, qui pourraient modifier qui on est comme groupe, mais qui pourtant, on se retrouve, bon, j'habite à Halifax, on a le Festival du Cèdre où les Libanais qui parlent le français ont leur propre festival, puis il y a le Festival franco où on ne retrouve à peu près pas de Libanais qui parlent français. Comment est-ce qu'on peut faire de la place dans nos activités artistiques et culturelles pour mieux redéfinir ce nous collectif-là par les expressions, par la participation de tous les francophones, plutôt que d'en arriver à plusieurs francophonies, pourquoi pas recréer ensemble une nouvelle francophonie? J'aimerais vous entendre là-dessus. Vas-y, commence. Okay. Je vais essayer de faire une remarque sur les deux interventions. Merci beaucoup. Moi, j'ai l'impression que dans le système où on implique les personnes nouvellement arrivées ou immigrantes, etc., on dirait qu'il y a un seul système et qu'il n'y a pas de nuance. Alors que dans la cellule même d'une même famille, les membres de cette famille n'ont pas les mêmes besoins ni les mêmes attentes. Parlons par exemple de parents qui ont besoin d'avoir la reconnaissance des acquis. Parlons des enfants qui ont envie de ne pas se faire intimider à la cafétéria à midi, mettons. Histoire vraie. Donc, dans ce sens-là, j'ai l'impression que même si on parle un langage de nous et vous, il n'y a pas assez de nuances dans comment on voit la famille qui vient d'arriver. Puis, de l'autre côté du miroir, la famille qui vient d'arriver, on dirait que on a besoin de s'oublier un peu dans ce processus-là, afin de répondre aux attentes des personnes qui sont en train d'essayer de nous accueillir. Je ne sais pas si je fais un peu de sens là, dans ce que je dis, mais moi, je parle vraiment juste de mon expérience vécue. Je trouve que j'ai passé beaucoup d'années à être dans un moule qu'on me demandait d'être parce que on a tout laissé pour venir ici. Je pense que vous êtes au courant de tous les sacrifices que les immigrants font de manière financière, émotionnelle, etc. Pour arriver au Canada. Mais j'ai l'impression que quand on arrive, on est tous mis sur le même pied d'égalité. C'est pas que c'est pas bien, mais c'est aussi on perd nos nuances et on perd un peu qui on est. Si on a un seul moule pour tout le monde, que ce soit les Africains du Nord, les Africains du Sud, les Européens, etc., si tout ça répond à un seul besoin, alors c'est là qu'on ne retrouve plus qui on est dans ça. Et c'est pour ça que comme il y a un moyen, c'est plus facile de s'éloigner. Disons que moi, peut-être, entre guillemets, j'ai réussi à m'intégrer parce que, comme j'ai dit, j'ai eu des ressources, j'ai eu des institutions secondaires, etc., et communautaires pour m'impliquer, mais je ne dirais pas la même chose de mon frère, de mes parents, etc.
Donc, je trouve que c'est ce manque de nuances-là. Et une dernière chose, il y a aussi le fait que quand on rentre dans une réunion où on est en train de prendre des décisions et que les personnes qui prennent les décisions sont plus des personnes, entre guillemets, de race blanche, masculin, catholique, qui prennent des décisions pour notre futur à nous. Et je trouve que là, déjà, à la base, tu as ton problème. C'est que tu n'es pas en train d'impliquer assez la communauté qui a ses réponses et qui a aussi ces nuances qui, je souligne encore, sont très, très importantes, je trouve, pour l'avenir, non seulement de la francophonie, mais aussi pour tous les droits et les valeurs qu'on adore garder au Canada. OK. Alors, j'entends un message de différenciation. Hein. Pas tout le monde a le même parcours, pas tout le monde a la même expérience. Et je pense que ça fait partie. Je vous donne... Oui, vas-y, puis ensuite, j'aimerais ça retourner au public. La question est très pertinente, puis je ne sais pas si... parce que, je veux dire, la question que vous avez posée s'insère dans un discours assez large, parce que ça inclut également toutes les autres catégories, qu'on parle de femmes, LGBT ou autres, donc qui ne sont pas présentes non plus, que ce soit dans des conseils d'administration, au niveau politique et tout. Comme M. Trudeau l'a dit, on est en 2018, puis de plus en plus, les gouvernements ou les partis politiques recherchent à avoir une représentation. On parle de 50% des femmes en politique. Si je regarde pour le Nouveau-Brunswick, on cherche à avoir l'implication d'autres personnes pour justement, tant qu'à moi, représenter la diversité qui fait le Canada. À la question de savoir comment on fait une place, moi je pense que c'est à nous de prendre notre place. Si on ne le fait pas, il n'y a personne qui va le faire pour nous. On est présent dans la communauté, on vit dans cette communauté, on est à la recherche du même idéal, on veut, que ce soit pour nos enfants, pour les générations à venir, on veut participer à la discussion, on veut être autour de la table. Donc je pense qu'il faut que les personnes qui sont intéressées prennent leur place, aillent au-devant, aillent aux assemblées, soient présentes, se présentent pour justement siéger au sein de différents comités. Si on attend pour qu'on ait une place pour justement permettre cette représentation, je pense qu'on va attendre longtemps. Mais je pense que si les gens ne vont pas de l'avant puis tentent pas de saisir les opportunités qui se présentent à eux, on va tout le temps avoir le même discours, le même dans 5-10 ans d'ici. Au niveau de la communauté, ou comme vous avez dit, à Halifax, il y avait une communauté libanaise qui fêtait leur diversité dans la francophonie. Il peut y avoir deux raisons. Peut-être c'est que la communauté veut se retrouver entre eux pour justement célébrer, puis revivre un petit peu l'esprit de leur pays d'origine, ou tout simplement qu'il n'y a pas eu de communication entre les différents partenaires. Parce qu'à la base, c'est vraiment cette communication entre partenaires, entre leaders locaux dans la communauté qui va faire en sorte qu'on va avoir ce mélange de différentes communautés pour justement créer une nouvelle francophonie. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de pont qui se crée, c'est certain que chacun va avoir des représentations diverses un peu partout. Mais l'idéal qu'on cherche encore là, c'est encore se faire une représentation de qui on est, de qu'est-ce qu'on véhicule. Mais ça prend cette communication entre les différents partenaires pour justement y arriver. Merci. J'ai deux autres qui veulent parler. D'accord, on va faire ça. Ensuite, on va aller à monsieur, puis ensuite, madame. Ouais, vas-y. Bon, je voudrais revenir sur la question relative aux arts et que le monsieur a soulevé tout à l'heure. Lorsque nous regardons la francophonie, on dit toujours c'est la diversité culturelle. Il y a beaucoup de cultures dans la francophonie et il est temps qu'on commence effectivement à promouvoir ces différentes cultures-là, qu'on puisse inviter chacun à venir partager avec les autres cette culture. Je pense que si nous procédons comme cela, on aura une très grande culture canadienne, parce que là, nous sommes au Canada, et comme on vient des différents horizons, on aura une culture propre au Canada qui représente cette diversité culturelle. Merci.
Moi, je voulais revenir à ce sentiment d'enclave, en fait. C'est que je pense que c'est primordial d'emblée d'accepter qu'on a toutes des catégorisations. Ça nous rend humains. On fait toutes des catégorisations. Mais ce qui nous soulève un peu, c'est d'aller au-delà. Aller au-delà de nous autres et vous autres, et puis de voir qu'on partage beaucoup plus de traits que les traits qui nous distinguent apparemment. C'est de les choisir délibérément, choisir les traits qu'on veut reconnaître dans les catégorisations qu'on fait d'office. On les fait quotidiennement. Parce qu'il y a quelque chose qui est, on a parlé du sentiment d'appartenance qui est à développer quand on vit dans un autre pays, quand on vit dans d'autres communautés, dans une autre langue. Mais il y a aussi le sentiment d'acceptation. C'est un peu ce qui est dans le schéma là, avec l'engagement individuel et la disposition sociétale. Je peux bien développer un sentiment d'appartenance, mais il faut aussi que je sois acceptée en tant que part entière de la société dans laquelle moi, je me sens appartenir. Et c'est dans ce jeu-là qu'on doit briser nos catégorisations et trouver un espace commun qui nous définit tous. Tu veux y aller? Oui. Vas-y, non, vas-y. mais c'est très intéressant parce que mon ministre est en train de faire des tables rondes à travers le Canada pour justement être à l'écoute sur les enjeux et ces identités au Canada, comment mieux les refléter dans le guide. Et justement, je pense que c'est là la beauté, c'est que même avec tous les différents intervenants, soit LGBTQ, ce qu'on retrouve même les communautés francophones, on discute maintenant de mieux valoir l'histoire des peuples autochtones, de vouloir répondre justement aux appels à l'action de la Commission. Donc, on voit justement notre société qui continue d'évoluer avec tous ceux qui arrivent, mais d'aussi mieux reconnaître notre histoire collective. Et donc, ces identités multiples ne sont pas... on peut être inclusif. Je vous remercie. C'est très riche comme échange. Je me permets de partager une courte histoire avec vous. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de faire partie d'un projet qui s'appelle Making Treaty 7. C'est une performance multidisciplinaire et donc je veux profiter de cette expérience-là pour partager un point avec monsieur de la FCCF. Ce que j'ai appris, moi, dans ce processus-là, parce que c'est un processus de dialogue, c'est un processus de rencontre. Et c'est la mise sur pied de processus de dialogue et de rencontre qui permet d'apprendre à connaître l'autre et qui apprend à dire « Ah, on partage ces éléments », donc comme on dit. Mais ce qui est important, c'est de développer le réflexe de se parler, de se rencontrer, de se voisiner. C'est pas une chose qu'on règle une fois, c'est un processus continu. Et j'ai cru, moi, qu'en faisant ce processus-là, j'apprendrais à connaître mieux l'histoire autochtone locale et puis qu'on partirait body-body parce que maintenant, on s'était parlé. Mais il y a des différences irréconciliables entre nous. Parce que moi, j'ai un héritage et je vois le père Lacombe comme un héros, mais eux autres, ils voient le père Lacombe comme le fondateur des écoles résidentielles. Et donc, on part d'endroits tellement différents que ce n'est qu'en voyageant à travers le temps ensemble qu'on va apprendre à apprivoiser les points de vue disparates comme ceux-là. Donc, fin de parenthèse. J'aimerais passer à monsieur, puis ensuite, madame. Bien, merci. Je m'appelle Arsène Momba. Alors, vous m'avez retiré beaucoup de mots qui pouvaient être... j'ai eu quand même une part... On les partage. Ils oui, effectivement. Pas. Alors, je voulais que ce soit les miens. Mais moi, je voulais répondre à votre première question en ce qui concerne l'engagement communautaire. Je me dis que ça se résume en un seul mot, le respect du nouvel arrivant. La façon qu'on regarde cette personne-là qui vient d'arriver. Parce que s'il y a des jugements, on fait voir à cette personne-là que tu viens ici pour voler notre travail,
Tu viens, j'ai même entendu quelque chose de ridicule, que tu viens pour voler notre assurance chômage. Hein, ça, ce sont des termes que j'ai entendus, mais je me suis dit, si quelqu'un n'a jamais travaillé, comment il peut venir voler ton assurance chômage? Bon, voilà. Mais le respect qu'on peut avoir en face, ou du moins envers cette personne qui vient d'arriver, et même comprendre cette personne, parce que c'est une personne qui vient dans un nouvel environnement. Il y a beaucoup de choses que cette personne-là ne comprend pas. On ne peut pas commencer à le juger tout de suite. Dire, ah ben lui, voilà la manière qu'il fait des choses. Et regardez, moi quand je suis en Afrique, là, je ne parle pas comme ça avec la voix de l'espion. On parle à haute voix. Mais donnez-moi le temps de comprendre qu'au Canada, on ne crie pas. Donnez-moi le temps de comprendre ça, au lieu de me juger dès le premier jour que j'arrive ici. Parce que ma tête, là, c'est comme si je suis encore en Afrique. Alors là, moi, je commence à parler comme si je parlais dans le marché public. Bon, deuxième chose. Je voulais parler de l'engagement politique. Mais c'est comme notre ami du code postal P, je crois, hein, l'a dit. Alors, il l'a dit ce matin, ça prend de politique. Pour mettre des politiques qui vont faire que ce nouvel arrivant va être aidé. J'ai suivi dans le dernier budget fédéral, j'espère que je ne me trompe pas, 20 millions de dollars sur 5 ans pour aider les nouveaux arrivants à l'intégration. J'étais encore dans mon auto, mais je n'étais pas tombé par terre. Alors je me suis dit, quand je regarde de l'Est à l'Ouest, 20 millions sur 5 ans, cela veut dire combien? 4 millions par année. Comment voulez-vous investir 4 millions par année pour aider les nouveaux arrivants à s'intégrer? C'est impossible. Cette maman qui est coincée dans la maison avec des enfants, qui voudrait bien faire garder ses enfants, comment il va payer la gardienne? Impossible. Il n'y aura pas d'engagement avec ça. Donc, ça prend vraiment des politiques sincères au niveau fédéral, de comprendre que quand on investit dans les nouveaux arrivants, c'est à long terme. C'est le Canada qui va en bénéficier. C'est sûr et certain. Ce n'est pas un secret pour personne ici. C'est pas un secret. J'espère que je ne me trompe pas, mais peut-être M. Trudeau me suit quelque part. Mais c'est 20 millions sur 5 ans pour l'intégration de nouveaux arrivants. Alors, ça prend ces politiques-là pour essayer un peu d'être juste, de façon qu'on ne puisse pas garder ces gens-là dans les ghettos. Sinon, ils vont toujours rester dans le ghetto parce qu'ils n'auront pas de moyens de se taper un logement décent quelque part. Merci. Alors, je terminais. Alors, merci, oui. Donc, c'est pas moi l'experte là-dessus. Mes collègues ici dans la pièce peuvent mieux répondre à cette question, telle Corinne Prince qui va vous parler plus tard. C'est beaucoup plus que 20 millions sur 5 ans. Donc, je laisse la parole à mes collègues pour mieux résumer ça, mais par exemple, côté langue, c'est plus de 600 millions par année simplement pour la formation linguistique. Donc, je sais que le fédéral valorise les nouveaux arrivants et on veut absolument créer cet espace positif pour qu'ils puissent pleinement participer dans la société. OK. Bonjour, mon nom est Marie Galoff et je coordonne le réseau en immigration francophone de la Saskatchewan. Tout à l'heure, au début du panel, je pense que Rim a dit quelque chose de vraiment intéressant. Elle a dit « je suis une experte en rien ». Et je pense qu'on vit une époque où on a de plus en plus conscience qu'il faut impliquer les nouveaux arrivants ou les immigrants, selon le vocabulaire que l'on retiendra, dans le processus de réflexion, dans le processus de planification. Et hier, pendant la rencontre des coordinateurs de RIF, Marie-Ève Forêt, de Sociopole, elle a fait une analogie très intéressante avec le milieu médical où on parle de l'approche patient-partenaire, où le patient est impliqué dans son processus de soins. Et c'était une piste de réflexion pour nous pour dire est-ce que le nouvel arrivant ne pourrait pas devenir un partenaire dans le processus d'élaboration des stratégies en immigration. Cependant, elle
être l'expert de sa propre santé, c'est une chose, mais être l'expert d'un problème de société, c'en est une autre. Et je me demande si on ne crée pas une situation impossible pour l'immigrant ou le nouvel arrivant en lui demandant, d'une part, d'être un immigrant et un nouvel arrivant, c'est-à-dire de faire face à tous les défis que l'on connaît, mais également de s'impliquer d'un point de vue conceptuel dans le processus de réflexion. D'où ma question pour le panel, qui est aussi une question pour toute la salle. Je me demande si on ne devrait pas réfléchir à créer des formations civiques ou politiques pour outiller les nouveaux arrivants, pour qu'ils puissent prendre part à la conversation et être capables de convertir la richesse de leur expérience personnelle en savoir conceptuel qui permettrait de guider les discussions plutôt que d'avoir une mosaïque d'expériences qui au final n'éclaire pas puisque la diversité d'expériences est bien trop vaste pour guider une société dans son entier. Merci. Alors, on va explorer cette question-là s'il y en a qui veulent se lancer. Ensuite, j'ai monsieur puis madame. Kayushka. Excusez, avant de poursuivre avec une nouvelle question, est-ce que vous vouliez, est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir au point qu'on vient de faire par rapport aux expériences multiples, le format, l'analogie avec le patient juste fait partie du... Un petit point. Moi, je veux dire, j'ai pas étudié à l'école ici, mais quand j'étais à l'école, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, mais j'ai grandi au Sénégal. Tout au long de notre cursus scolaire, on avait des cours d'éducation civique et morale. Donc, dans ce cours-là, ça nous permettait de débattre sur différents points sociétals et tout. Puis, je ne sais pas si c'est de quoi qui est inculqué ici au niveau des élèves, mais je pense que ce serait un bon point, justement, où on pourrait amener le débat auprès pas seulement les nouveaux arrivants ou immigrants, mais l'ensemble des élèves, parce que c'est eux qui constituent la communauté. Le nouvel arrivant, quand il arrive dans une communauté qui est déjà établie. Donc, si cette communauté est sensible, est ouverte et est prête à justement l'accueillir et faire une place à cet nouvel arrivant, ce débat-là, tant qu'à moi, doit commencer de bas âge pour justement que le discours et le dialogue se perpétuent tout au long de l'évolution du citoyen canadien qui va devenir plus tard un décideur que ce soit au niveau des différentes politiques qui nous touchent. Donc je pense que c'est un bon point, mais je ne sais pas de quelle façon on peut l'amener, mais je pense qu'il faudra peut-être y réfléchir. Oui, vas-y. Oui, je vais reprendre mon collègue en disant, même lorsqu'on arrive dans une société qui est préétablie, nous avons quelque chose à apporter à cette société-là. Et pour qu'on apporte quelque chose, nous avons besoin qu'on renforce nos capacités. Parce que quand je viens avec un background qui n'est pas le background d'ici. Donc il faut que j'apprenne, il faut qu'on essaye de m'aider afin que je contribue. Et je partirai dans le même sens qu'elle, qu'on a besoin effectivement qu'on renforce nos capacités dans ce domaine d'éducation civique et citoyenne. Merci. Vas-y. Je réitère le point qu'il existe un gap entre les ressources qui sont à portée de main et les nouveaux arrivants, juste parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas tout le monde qui parle la même langue, le même langage et qui a les mêmes besoins. Ça crée un sentiment de frustration et un sentiment d'orage aussi qui perdure avec le temps. Donc, comme on disait tout à l'heure, quand est-ce qu'on cesse d'être immigrant? Moi, je pense jamais. Par exemple, ce matin, Madame Laetitia Martin, quand elle faisait sa présentation sur les ménages où on parle français, où on parle anglais, etc. Bon, moi, ça m'a rappelé il y a quelques années quand il y avait les statistiques de recensement, puis quand on disait quelle langue parlez-vous à la maison? Français ou anglais, c'était ni ça en fait. Nous, chez nous, on parle arabe et puis voilà. Donc, je trouve qu'avec le temps, ça s'améliore parce qu'on réussit à créer des ponts. C'est vrai, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est pourquoi votre remarque, mademoiselle, comment vous appelez ? Marie, c'est pourquoi votre remarque elle est extrêmement pertinente. Donc je pense que oui, la clé est là. La clé est dans le fait de intégrer entre guillemets le patient
on n'est pas malade, mais intégrer le patient dans sa cure et je pense que ça va profiter à tout le monde. Et puis je comprends aussi entre guillemets la passion du monsieur qui s'est exprimé tout à l'heure. Et puis moi à la maison, ma mère dirait exactement la même chose. Si vous l'aurez invité à ma place, elle aurait dit ça, mais avec 3 fois plus d'effusion et de rage, parce que donc je comprends tout à fait, et puis c'est pourquoi en fait tous ces éléments-là se réunissent. Et si dans la vie de tous les jours on s'écoutait exactement comme ici dans cette salle du Westin, on irait vraiment loin. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais enchaîner quand même le concept de formation dans le sens d'un renforcement, comme a dit Evelyne, je trouve que c'est une bonne idée. Sauf que ce que j'aimerais dire, c'est il faut le temps au temps. C'est comme apprendre une langue. On ne peut pas aller plus vite que une intégration prend son temps. Ça prend son temps de savoir dans quelle allée se trouvent les céréales. Ça prend son temps de savoir où s'adresser quand on est malade. Ça prend du temps. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut avoir d'office, qu'on a dans les guides qui sont distribués, qu'on peut avoir par téléphone. Mais il y a une intégration de comportement et culturel qui prend simplement du temps. Et des fois, ça prend 2 générations avant que quelqu'un se sent vraiment appartenir, se sent plus immigrant. Et puis d'ailleurs, dans les stats qu'on a sortis, il y a beaucoup de 2e génération qui s'identifient davantage que leurs parents avec leur pays d'origine. Ça, c'est un signe comme quoi ça peut prendre plusieurs générations même pour certaines mesures, pour certaines choses. Mais tout dépend toujours de la disposition qui est là aussi, de l'accueil qui est fait. On voit dans toutes les dimensions participatives que nous, on a étudiées, si j'ose dire, une amélioration, une différence dans le temps. Les gens acquièrent avec le temps les façons de faire, et puis c'est là aussi que les gens apprennent à comment participer, à comment apporter leurs différences pour apporter quelque chose dans la nouvelle société dans laquelle ils vivent, lorsqu'il y a de l'espace pour ça. Je pense qu'il y a la notion du temps qui est vraiment quand même importante. Merci beaucoup. Monsieur? Encore mon nom, c'est Kayijuka. Vous allez m'excuser, j'ai parlé beaucoup aujourd'hui. Mais il y a des choses que j'ai appris des Canadiens avant même que je ne vienne au Canada. Donc, je travaillais au Rwanda dans les communautés de base. Il nous a appris une méthode participative et puis collaborative. Et puis, je pense que j'ai eu ça dans un séminaire de la CEFA, c'est la gouvernance collaborative. Avant que je n'y arrive, il y a un mot que j'ai beaucoup aimé d'Annick. C'est Annick, il a parlé de mode d'écoute. Mode d'écoute. Donc, il faut être en mode d'écoute. Donc, quand on n'est pas dans le mode d'écoute, c'est autant pour les enfants, il va se replier sur lui-même. Donc, comme membre d'une communauté, souvent les communautés ne sont pas engagées, ils se replient sur eux-mêmes puisqu'ils ne sont pas écoutés. Et si je reviens à l'approche collaborative et participative, les immigrants, souvent, ne sont pas engagés. S'ils ne sont pas engagés, c'est qu'ils n'ont pas intérêt. Comme l'intérêt, c'est la base de toute action humaine. Alors, peut-être ce que je peux recommander à notre communauté francophone, c'est d'amener les immigrants à participer. Disons, d'attirer leurs intérêts. Et quand on regarde, je suis conseiller en emploi, je regarde comment je me bats juste à trouver un emploi pour un nouvel arrivant. Souvent, c'est très difficile de percer l'espace francophone. Et je vais bien dire qu'on fait du beau travail, on fait comme communauté, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux, on veut intégrer les immigrants, pas seulement dans les travails des périphéries. Je veux aussi qu'on aille dans les centres. Je pense que
Je prends cette théorie d'un économiste, je crois que c'est Samir Amin. Donc, il y a la théorie des périphéries, la théorie du centre. Donc, ne regardons pas dans la périphérie, mais amenons-nous dans les centres des décisions, les conseils d'administration, les emplois qui sont décisionnels, pas seulement les garder dans les emplois de surface. Il faut qu'on aménage cet espace. Et ça, on peut mettre à défi toutes nos organisations, que ce soit l'ACFA provinciale, les ACFA régionaux. Donc, il faut qu'ils se posent beaucoup de questions de pourquoi ce manque d'engagement. Et je ne pense pas que je peux répondre à ça, mais aussi pour s'ils se mettent dans le mode d'écoute qui demande à ces gens pourquoi ils ne participent pas, qui ne se posent pas de questions, puis qu'ils aillent aussi leur demander pourquoi vous ne participez pas. Ils sont les seuls à répondre à ces questions. Moi, j'ai répondu, c'est un point de vue comme quelqu'un de la communauté, c'est un point de vue comme conseiller en emploi. Mais s'il y a un effort de leur demander, disons, de leur poser cette question, peut-être à travers une enquête, à travers une recherche, pourquoi les gens ne participent pas, vous aurez des pistes de solutions. Mais je pense qu'Annick a donné une piste de solution. Disons, c'est être dans un mode d'écoute, mode d'accueil et mode d'aide aussi. OK, merci. Merci beaucoup. Oui. Merci, monsieur, pour votre intervention. Cependant, je ne crois pas être en accord avec vous quand vous dites que les immigrants ne sont pas engagés par manque d'intérêt. Moi, je pense que les immigrants ne sont pas engagés parce qu'ils sont trop occupés à survivre. C'est ça le problème, en fait. Donc, quand on parle, par exemple, ce que je vois dans la vie de tous les jours, que ce soit les étudiants internationaux, les mères célibataires, les gens qui viennent d'arriver et qui ont tout vendu, tout lâché pour pouvoir payer les frais d'avocat pour arriver ici, quand dans le processus d'immigration, on promet un avenir sans souci, sans tracas, le fait de reconnaître, de dire que tous tes diplômes seront acquis ici, alors que pas du tout, et tu arrives ici, tu as une montagne de paperasse administrative à gérer tous les jours, tout en essayant de ne pas montrer un stress extérieur à ta famille, à tes enfants, parce que oui, tu as réussi à venir au Canada. Je trouve que tout ça, au niveau financier, au niveau d'intégration, au niveau de santé mentale aussi, il manque beaucoup de structures pour aider les personnes. Et dès qu'on va sortir de ce problème-là, pour qu'on soit des citoyens égaux, non seulement les nouveaux arrivants, les citoyens et les Canadiens qui sont déjà ici depuis longtemps, là on pourra parler de représentativité et on pourra impliquer les nouveaux arrivants dans les conseils d'administration, etc. Mais malheureusement, ça prend des années et des années. Je vois que ça devient populaire de prendre place au micro, donc c'est juste il nous reste d'éclaircir un point. Je pense que tu m'as mal saisi. Je parlais que l'intérêt, c'est la base d'une action humaine. Ouais, donc, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas intérêt. Ils ne sont pas engagés, puisque je parle surtout de la communauté francophone. Je regarde quand je vais dans les ronds-points, je peux regarder, je regarde combien des immigrants qui sont dans les ronds-points. Pourquoi ils ne viennent pas dans les ronds-points? Peut-être c'est ce que j'appelle, peut-être ça peut être un manque d'intérêt. Donc, cet engagement, donc, il faut qu'ils arrivent. Sinon, les immigrants, il faut 2-3 jobs. Ils travaillent beaucoup. Je ne veux pas qu'on s'attarde juste sur que ça devienne juste un dialogue. Donc, je vous inviterai, madame, à faire votre point. Merci. Je m'appelle Corinne Prince. Je suis la directrice générale de la Direction générale des politiques d'établissement et d'intégration à IRCC. J'aimerais commencer par féliciter le FCFA pour une excellente journée. Jusqu'à date, c'est fantastique. J'ai pas un point, j'aimerais juste clarifier des chiffres dans le budget fédéral que notre cher collègue a mentionné, parce que j'ai les bons chiffres avec moi. Et pour la salle, exact. C'est bien. C'est bien. Le groupe a les réponses. On aime ça. Absolument. Alors, juste pour la salle et pour vous, monsieur, notre ministère était très chanceux dans le budget 2018. Le ministère a reçu
plus que 1 milliard de dollars autour de 5 ans dans le budget 2018. Now, il y a 7 items dans 7 milliards de dollars et 4 des 7 initiatives dans le budget fédéral touchent l'établissement. OK? Juste pour préciser un peu plus, le plus gros chiffre, c'est pour les niveaux. Comme vous savez peut-être, le gouvernement a augmenté le nombre d'immigrants et réfugiés qu'on va entrer dans le pays chaque année. Alors, d'une base de 300 000 à 310, 330 000 et 340 000 autour des prochaines 3 ans. Et avec ça, il y a des fonds attachés pour l'établissement. En plus de ça, on a reçu, on était un des ministères les plus chanceux dans le plan pluriannuel pour les langues officielles que nos collègues de PCH et ministre Joly va annoncer la semaine prochaine. IRCC a reçu 41,8 millions de dollars autour de 5 ans pour l'immigration francophone. Et ça, c'est en plus de qu'est-ce qu'on a déjà dans le feuille de route, qui est le plan fédéral 2013-2018. Ce montant d'argent, 149,5 millions, va continuer. Et au-delà de ça, on va ajouter le 41,8 millions. Alors, pour l'immigration francophone, chers collègues, c'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles. Mais en plus de ça, il faut préciser. Oui. En plus de ça, nous avons reçu un total de 31,8 millions autour de 3 ans pour les femmes de minorités visibles, pour les aider à trouver les emplois, pour les aider avec, comment on dit, un wrap-around, un service complet, A à Z, autour de 3 ans. On a hâte de mettre ça en place. Merci beaucoup. Oui. Et en plus de ça, le gouvernement... C'est pas tout! C'est pas tout! Plus d'argent! C'est pas un rêve, c'est la réalité! En plus de ça, 1000 réfugiés de plus qui sont assistés par le gouvernement fédéral. On les appelle les GARS. Alors, 21,8 millions autour de 3 ans pour ça. Et ça, c'est pour les réfugiés femmes et filles qui sont plus vulnérables. Okay. Alors, c'est des bonnes nouvelles, je pense. Je crois qu'on est tous d'accord. Si vous voulez un court droit de réponse, allez-y. Mais... Ben, attends, j'ai 5 piastres. OK. Alors, merci beaucoup pour... Ça va? Excellent. Merci pour ces précisions. C'est important parce qu'on parle de choses et souvent, même parmi des experts dans une même salle, il y a des faits que nous n'avons pas en commun. Et donc, ça fait du bien de pouvoir mettre l'heure juste puis parler des mêmes choses, même si ça nous coupe dans le temps de discussion. Alors, j'ai 4 intervenants au micro et j'ai 6 minutes. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est en rafale, chacun prendre un court moment, vraiment comme 30 secondes à 1 minute pour faire le point que vous vouliez faire ou poser la question. La question peut continuer à nous habiter pendant le reste de la journée, le reste de la semaine, le reste de l'année, le reste de notre vie pour qu'on puisse trouver des solutions tranquillement. Donc, en rafale, vous 4, puis ensuite, on va donner un dernier mot à nos intervenants au panel. Madame en blanc ici. Oh, OK. Padmini Chandan-Singh, présidente de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique. Moi, je voulais une petite question à la madame de ISCC pour le guide des citoyennetés, qui est bien, parce que moi-même, ça fait quelques semaines, j'ai participé à la consultation sur
le guide qui était très bien, mais est-ce que vous avez pensé le guide des nouveaux arrivants? Est-ce que ça, c'est quelque chose, parce que je pense que le guide des citoyennetés est bien, parce que pour devenir citoyen, c'est que 3 ans après que vous êtes au Canada. Mais dès le début, le guide des nouveaux arrivants, c'est très important aussi, parce que ça, c'est quelque chose que, en tant que francophone moi-même, quand je suis arrivée ici, le guide des nouveaux arrivants ne me dit rien sur l'immigration francophone ou l'implication des francophones. Surtout en Colombie-Britannique, c'est une bataille sans fin. Alors, c'est ça que je me demande, est-ce qu'il faut que dès le début, les immigrants qui arrivent comprennent l'immigration francophone, l'implication? Alors, c'est quelque chose que moi, je voulais vous dire. Excellent. Oui, excellent. Juste derrière. Bon, je m'appelle Saeva, je suis le directeur de l'association francophone de Brooks. Alors, je voulais juste dire que l'engagement citoyen, c'est quelque chose qui peut être créé à partir de la base, c'est-à-dire de la jeunesse. Et cet engagement citoyen, s'il est bien géré, il peut même amener une communauté minoritaire à être visible. Je me souviens, je crois que c'était en 2008, lorsque la ville de Brooks avait fêté le centenaire, il n'y avait aucun immigrant parmi les bénévoles. Et même lorsqu'on allait aux Fêtes nationales du Canada, je me retrouvais souvent seul avec mes collaborateurs. Alors nous avons compris qu'il y avait un problème qui nous a poussé à développer un programme continuel, annuel de bénévolat avec nos jeunes. Et nous avons organisé à leur intention plusieurs ateliers d'initiation au bénévolat. Et puis après, nous sommes passés à la phase pratique, c'est-à-dire nous avons aidé ces jeunes, amené ces jeunes à faire du bénévolat au sein de la communauté. Et grâce à cela, nous sommes arrivés à créer une certaine culture de bénévolat chez nos jeunes. Et aujourd'hui, l'association francophone de Brooks, c'est le seul organisme qui fournit des bénévoles à la communauté. C'est-à-dire chaque fois que la mairie veut organiser la fête du Canada, chaque fois qu'on célèbre la journée des arts de l'Alberta, et chaque fois que l'hôpital a besoin de bénévoles, pendant la semaine du bénévolat, on fait toujours appel aux bénévoles de l'association francophone de Brooks. Et ça crée une visibilité de la francophonie. Merci. Bravo. Merci. On va aller ici, puis on revient avec vous. Mon nom est Guy Lucas, je suis le directeur de l'immigration et de l'employabilité pour la Société économique de l'Ontario. Et je voudrais partager avec vous qu'il y a des mots qui me choquent, le mot accepter, le mot intégration, etc. Moi, je voudrais vous faire une proposition cet après-midi. J'ai vu une petite phrase il y a quelques années qui disait « Allez travailler dans un endroit... N'allez pas travailler dans un endroit où vous allez être accepté, allez travailler dans un endroit où vous allez être célébré. » Et c'est ça le changement de vocabulaire qu'on a besoin de prendre, c'est-à-dire de célébrer. Célébrer notre diversité, célébrer notre langue, célébrer nos origines. Et j'ai envie que les gens viennent au Canada pour être célébrés, pas pour être acceptés. Très beau message, merci. Mon commentaire va dans le même sens que monsieur qui vient tout juste d'intervenir. D'ailleurs, merci pour cette intervention. Ça fait 13 ans que je vis au Canada. Très belle expérience. Excusez-moi, je ne me suis pas présentée. Cynthia Ivoula, directrice générale de l'Institut Guy Lacombe, la famille à Edmonton. Quand on parle d'intégration, quand on parle de l'immigration et quand on parle du nouvel arrivant, j'ai souvent l'impression que c'est comme une bouchée qu'on veut nous faire avaler de force, surtout quand ça vient à l'intégration. Je connais plein d'immigrants, plein de nouvel arrivants qui travaillent très dur, qui paient leurs impôts, qui envoient leurs enfants à l'école. Et ma question pour vous, c'est, à parler d'intégration tout le temps comme ça, à quel moment c'est assez ? C'est là où, c'est ça ma question, parce qu'en fait,
On travaille, c'est pas assez. On paie nos impôts, c'est pas assez. On respecte la société canadienne, c'est pas assez. Voilà. Moi, ma question, c'est ça. C'est à quel moment notre intégration, elle est suffisante. Parce que voilà, il faut pas parler fort, il faut pas créer des ghettos, il faut pas être trop dans une communauté. Donc voilà, c'est la question qui demeure et je me pose cette question depuis les 13 dernières années. Donc voilà. Merci. Alors, des enjeux, des questions importantes qui ont été soulevées. Nous sommes à la pause café, mais avant qu'on quitte, je vais juste vous donner la chance, ceux qui ont le goût de prendre la parole. Une petite dernière, d'accord. Hey, je dis pas ça de façon péjorative, j'avais la lumière dans les yeux. Salut tout le monde, je m'appelle Awa, je viens de l'école secondaire francophone de Calgary. Avant, j'habitais à Brooks aussi avec M. Saeva. Et quand j'ai déménagé de Québec à Brooks, c'était la seule communauté francophone qui m'a accueilli les mains ouvertes chaque soir. C'était la seule communauté francophone qui venait me chercher chez moi pour aller faire mes devoirs. Et c'était la seule communauté à Brooks où que si je suis pas chez moi, je me sentais quand même chez moi. Et c'était la seule communauté francophone qui m'a aussi appris à faire du bénévolat. Sans la francophonie de Brooks, j'aurais pas d'expérience en bénévolat. Puis depuis que je suis arrivée ici à Calgary, le fait que il y a pas de communauté, j'essaie de m'intégrer, mais il y a pas vraiment de communauté pour moi. Ou que je partirais après l'école pour dire, ça c'est une communauté francophone, allons, je vais aller pour aller parler à d'autres mondes, pour socialiser avec d'autres mondes. Il n'y a pas ça ici. So, quand vous parlez d'intégration, à comment est-ce que je suis supposée m'intégrer dans une communauté où je ne me sens pas la bienvenue? Merci. Alors, en fait, on va avoir une fin ouverte à ce panel. J'espère que vous pourrez continuer à discuter de ces enjeux importants. Je vais vous libérer pour une pause café. Je vous retire votre mot. Je suis désolé parce que on en a tellement utilisé, puis je veux pas qu'on déborde dans le temps. Mais vos contributions ont été inspirantes et très riches, et je vous remercie beaucoup.